Je viens de m'en rendre compte, oui. Je parlais dans le vide. Mais merci beaucoup Philippe. On a 2 questions qui sont dans le fil de discussion, mais comme je le disais, on y reviendra, directement à la fin. Pascal? Ah oui, toi Oui, tu voulais, on va partage couper le d'écran. voilà, tu vas partager directement ton écran. On va Yes. Faut me Marine, donner la main. voilà, Marine, tu peux te déconnecter. Non, non, c'est bon. De mon côté. Comme il est invité, je vois plus, je vois plus le partage. Ah mince. C'est un petit rectangle avec une flèche vers le haut normalement. Oui, mais il a disparu dès que tu as parlé de déconnecter, en fait. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait disparaître. C'est qui l'a fait disparaître. Promis. Il y était tout à l'heure. Je l'avais. Ah bah, je ne sais pas. Il est passé où? Ah, si, ça y est, je l'ai trouvé, il était ailleurs. C'est bon. Il avait changé de place. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Ouais. C'est bon? Allez, hop. Donc moi, je vous parle d'une partie qui est plutôt celle de la représentation en fait du ruissellement et du ruissellement intense puisqu'il est, il est question d'inondation. Euh, le problème qui s'est posé déjà il y a une dizaine d'années au niveau de la DGPR, donc hein, qui s'occupe des risques au niveau du ministère, ça a été de savoir comment représenter donc les risques liés au ruissellement intense, car en fait la DGPR a pour mission de rendre compte au niveau européen pour la directive inondation. Donc autant on sait faire avec les débordements de cours d'eau, parce qu'on dispose de beaucoup de données de calage et de types de modélisation, autant pour ce qui concerne donc la représentation du risque lié au ruissellement intense, et on parle sous-entendu inondation à cette époque-là, on était assez démunis du fait d'un manque de données patent. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu la démarche qui a été adoptée depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là, au travers d'un type de modélisation parmi d'autres qu'on a appelé IRIP, indicateur du ruissellement intense pluvial. Alors, est-ce que ça passe ça? pas encore dit qui a gagné donc. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Donc, en France, où trouve-t-on des inondations par ruissellement intense? Alors, si on s'en réfère à la base de données des catastrophes naturelles, là, vous avez en niveau orangé, hein, sur la période 82-2014, soit 33 années d'observation, donc les communes qui ont fait un certain nombre de déclarations compris entre 0 et 33. On voit que des déclarations dans les 36 000 communes de France, on peut en trouver un peu partout sur le territoire français, finalement, qu'il y a un certain tropisme sur les grandes agglomérations et corridors urbanisés, ça on le perçoit au travers de la carte, et puis qu'il y a aussi un effet pourtour méditerranéen qu'on peut comprendre par une combinaison type d'occupation au sol avec donc ce qu'on appelle les pluies méditerranéennes ou les orages méditerranéens. Si on regarde maintenant une distribution parmi d'autres hein, des quantités de pluie, donc des pluies de durée de 5 minutes, de période de retour 10 ans, en termes de quantité statistique sur la France, donc, bon, on n'est pas trop étonné, elles sont plus intenses ces pluies au sud qu'au nord, hein, puisqu'on a un gradient qui va de 4 à 21 en partant du nord vers le sud, en termes de nombre de millimètres par 5 minutes pour une décennale. Je rappelle que d'ailleurs, c'est le seuil qui est nécessaire pour pouvoir déclarer une catastrophe naturelle. Ce qu'on observe, c'est que les pluies intenses qui sont sur le nord ne vont pas nous permettre forcément d'expliquer les dommages et les déclarations de CatNat en lien avec le ruissellement intense. Donc on en arrive au fait que
il ne peut pas y avoir que l'intensité des pluies qui est à considérer, mais qu'il y a une combinaison avec donc les caractéristiques au sol et d'autres caractéristiques que nous allons découvrir. Donc, je parle d'un processus mal mesuré et des aléas divers. Je parlais d'inondation tout à l'heure. On va voir que c'est un peu plus complexe que ça. On va avoir des zones qui vont produire du ruissellement. Pour les zones urbaines, on a ce qu'on voit sur les images, la première image, c'est-à-dire une eau qui est assez claire, qui va vers un avaloir, tout simplement parce qu'on ne rencontre pas de zone forcément érodible en zone urbaine. Par contre, on va retrouver dans les zones périphériques des villes des zones agricoles qui, elles, vont être à même de produire du ruissellement à leur façon, en lien avec le type, la pédologie et le type de pratique au sol. Donc là, nous avons des visualisations en fait de ces phénomènes. Les deux premières images du haut, on voit encore de l'eau. Les deux du dessous, ce sont des témoignages, en fait. Hein. C'est ce qu'on va appeler des proxy données ou des données proxy, c'est-à-dire des éléments qui vont nous permettre, a posteriori, de savoir où le ruissellement intense a pris naissance, donc c'est mis en production dans un bassin versant. C'est plus compliqué en zone urbaine parce que ça peut prendre naissance sur toute partie imperméable. Et toiture compris. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des zones de production. Ensuite, on va se retrouver avec des éléments où on observe des mises en vitesse. Donc c'est la première image en dessous, où là, on voit des accélérations de l'écoulement, du fait de concentration. Et on va retrouver ces proxy données en zone urbaine ou en zone rurale qui, en fait, nous révèlent le passage de l'eau avec donc une capacité d'érosion assez importante ou de mise en pression des conduites qui font éclater en quelque sorte les enrobés. Ça, c'est ce qu'on va appeler un processus de transfert-érosion. Ensuite, on va avoir plus en aval des zones où l'eau peut s'accumuler, nos deux premières images, dans des endroits inhabituels, ce qui a été évoqué en introduction. Et puis, on va retrouver ces données proxy qui sont des témoignages en fait de ce qui s'est passé pendant l'événement. Donc on va avoir des murs écroulés, que ce soit dans des zones rurales, des murs de granges ou de maisons qui n'auront pas supporté la pression de l'eau qui arrivait de l'amont et qui vont s'écrouler sous cet effet-là. Et on va retrouver des phénomènes de dépôt, en fait, d'éléments grossiers sur la trajectoire des écoulements du ruissellement intense, avec des processus possibles d'ensevelissement, en fait, des dépôts conséquents qui peuvent barrer, y compris les routes. Alors, ça peut être petit, ça peut être très gros aussi. Un élément intéressant à constater, c'est que quand on est dans le milieu naturel, enfin, je veux dire non couvert, on peut retrouver des éléments très grossiers, très propres. Donc on se dit, tiens, quelqu'un est venu les poser là, mais en fait non, ils sont venus grâce à une coulée boueuse qui a une capacité de transport bien supérieure. Et en fait, ces dépôts-là sont nettoyés par les pluies résiduelles. Ensuite, on peut voir des traces d'inondation dans des caves liées au ruissellement qui ensuite s'est résorbé tout seul tranquillement, mais qui laisse beaucoup de dépôts de fines. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des zones d'accumulation. C'est une manière de décrire en quelque sorte le passage de ces événements intenses dans les milieux ruraux, urbains. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à construire un raisonnement de modélisation. Là, vous avez une image qui résume un petit peu les trois étapes dans un milieu rural. Donc, vous avez en haut de la zone agricole une zone de production, après une zone de concentration et après une zone de dissipation. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, ce phénomène, il peut se répéter et on peut avoir aussi un phénomène de dissipation qui fait qu'il va s'arrêter à un moment donné. Ça, c'est la structure du modèle que l'on utilise. Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est les facteurs en entrée. On s'intéresse à la pédologie, à la topographie, au type d'usage du sol,
On peut éventuellement introduire des plus statistiques, mais c'est plus optionnel. Et le principe, c'est de calculer des indicateurs à partir de ces informations-là pour générer ce qu'on appelle des scores. Donc, on va se retrouver avec des cartes qui vont avoir un poids sous forme de score, la zone de production de 0 à 5. On va avoir le même principe de raisonnement avec les indicateurs adaptés pour la partie transfert et puis pour la partie accumulation, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, tous ces éléments-là combinés nous permettent de produire 3 cartes, une carte de production, une carte de transfert, une carte d'accumulation, sachant que les cartes de transfert et d'accumulation sont dépendantes, bien sûr, de leur carte de production. Tout ça, c'est calculé à la résolution de la maille raster du MNT qui est utilisée. Et par conséquent, on va avoir une distribution de ces informations-là dans l'espace d'un bassin versant, dans ces transitions rurales à urbaines, et ainsi de suite. Alors, je vous donne un petit exemple pour illustrer ça. Ici, nous sommes près de Châlons, juste sur la droite de l'image, vous voyez la ville de Châlons. Ce qui apparaît ici en jaune, c'est ce qu'on appelle l'EAIP, c'est-à-dire l'enveloppe approchée d'inondation potentielle. C'est-à-dire c'est une forme de représentation qu'a proposé le CEREMA de ce qui pouvait être le niveau de débordement des Talweg, considéré par le CEREMA comme du ruissellement, et qui ensuite va rejoindre les parties de débordement de cours d'eau plus importants à l'aide d'un autre type de modélisation. Les petits points violets que vous voyez, ce sont des déclarations de catastrophes naturelles individuelles, c'est-à-dire avant qu'elles soient agglomérées à l'échelle communale, et donc elles sont localisées par leur adresse postale, ce qui revient à les positionner au milieu des toitures des maisons, en fait. C'est une information qu'on a, mais en gros qui va nous renseigner sur un impact sur la parcelle du propriétaire, pour autant que ce soit sur cette parcelle-là que ça se soit passé. Donc ça, c'est les informations dont on va disposer. Bon, en fond, vous voyez apparaître quelques petites traces rouges et des traces bleues qui correspondent à la modélisation IRIP, à l'échelle de la maille de 25 mètres ici. Là, on va faire un zoom sur la zone qui est en bleu. Donc là, je la présente. On a ici une représentation, on retrouve la limite donc de l'EAIP, de la zone de débordement Talweg vue par le CEREMA. Vous voyez que on a sur ce graphique, sur cette figure, des points. Alors ces points sont les déclarations d'incidents et les buffers, les tampons qu'on a mis autour, ils ont un rayon de 50 mètres. Donc ils sont localisés autour des centres des toitures des maisons. Le principe d'analyse qu'on retient, nous, c'est de dire, voilà, si on a un aléa fort, c'est-à-dire un score qui va atteindre 4 ou 5 par la modélisation IRIP, on va déclarer que le modèle a capacité à identifier la présence d'un aléa potentiel qui peut se manifester en cas de pluie suffisante. Donc, ce qu'on observe ici, par exemple, c'est qu'on a des contacts entre nos tampons blancs, là, et puis les couleurs bleues et rouges qui correspondent soit au processus de transfert, soit au processus d'accumulation. On voit qu'on a aussi un certain nombre de points en réalité qui sont en dehors de la zone inondable au sens du CEREMA dans les Talweg. Donc, il y a toute une partie de l'information qui échappe de toute façon à l'hypothèse qui est faite par le CEREMA et à l'expérience, c'est entre 30, 40, voire 50% des dommages qui sont déclarés, qui échappent en fait au zonage qui est proposé par le CEREMA aujourd'hui. Les règles qu'on se donne, ça c'est pour aller, je vais aller un petit peu vite, c'est comment est-ce qu'on apprécie, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'une cartographie IRIP en termes de prédiction. Eh bien, d'un côté, il faut disposer de données proxy, ou ça peut être des déclarations, ça peut être des observations, et de l'autre, de la cartographie IRIP. Et on va en fait chercher quels sont les niveaux de score qui vont nous permettre d'expliquer à plus de 80% les dommages qui ont été constatés
donc à l'aide de la cartographie IRIP, mais tout en occupant moins de 20% du territoire concerné. Pourquoi? Parce que si vous abaissez les scores, vous avez de plus en plus d'aléas présents sur le territoire, parce que les conditions sont moins contraignantes pour les voir apparaître, d'après la modélisation, et du coup, vous avez plus de chances ou de probabilité de trouver finalement une coïncidence entre un aléa et un dommage. Donc, on a mis ces bornes-là pour déclarer qu'une cartographie devenait opérationnelle à partir d'un moment donné. Bon, il y a eu des tests faits sur aussi le réseau SNCF et qui ont donné de très bons résultats avec cette modélisation. Pour aller un petit peu plus loin, dans les types de modèles dont on dispose aujourd'hui. Bon, alors, je vous ai parlé d'IRIP, modèle à score. Je vous ai parlé du modèle CEREMA qui s'appelle Execo, qui est un modèle purement topographique, donc qui, lui, ne prend pas en compte l'occupation du sol ni la pédologie. Puis on a des modèles qui sont très sophistiqués, mécanistes, on va peut-être en voir un tout à l'heure, juste après, qui vont donner des informations beaucoup plus précises, mais à condition d'acquérir beaucoup de données au sens topographique et aussi de se donner les moyens d'avoir des points de contrôle suffisants pour caler ces modèles qui sont souvent à base hydraulique. Ça va être le cas de ICEM. Donc, quand on compare ces modèles sur un territoire comme celui-là, comme celui que je vous ai présenté, on s'aperçoit que finalement, on peut beaucoup dégrossir le travail avec un modèle à score et qu'ensuite, en fonction des enjeux et d'une analyse de risque, on va pouvoir passer à de la modélisation sur des zones plus réduites sur lesquelles on va pouvoir consentir des investissements suffisants pour atteindre des réponses correctes, en fait, avec des modélisations sophistiquées. Donc là, bon, c'est pas très différent de ce que je vous ai présenté avant, mais ce que je mets en plus, ce qui apparaît en vert, c'est les zones de production. Il faut comprendre que dans une stratégie de gestion des aléas du ruissellement, il faut pouvoir identifier les zones de production en amont pour savoir comment est-ce que, si elles sont en position intéressante pour pouvoir développer des stratégies de limitation du ruissellement. Ensuite, on a la question des axes de transfert où l'écoulement doit se faire et où il faut éviter d'implanter toute activité finalement, que ce soit du bâtiment ou autre, parce que les écoulements passeront par là, quoi qu'il se fasse, sauf à ce qu'on arrive à les dévier par du génie civil. Et enfin, il y a les zones d'accumulation qui correspondent donc soit à des accumulations solides, liquides, les deux, dans lesquelles il faut éventuellement avoir des dispositions constructives adaptées. Donc, pour en terminer, les sources d'évaluation, de validation des modèles de ruissellement intense, quelle que soit leur nature, ça va être des bases de données diverses, mais il faut faire beaucoup de critiques sur la qualité de ces données et la manière de les utiliser en termes d'évaluation. Il y a aujourd'hui un gros potentiel avec la donnée satellite très haute résolution et haute fréquence. Nous, on vient de terminer une thèse avec le CNES là-dessus, sur l'événement des Alpes-Maritimes, la tempête Alex, et on a de très bons résultats avec ce type d'analyse pour en fait avoir une évaluation exhaustive des dommages et non pas simplement biaisée par le fait que ce soit lié à un système assurantiel ou à un certain type d'activité ou d'un corps technique en fait. Enfin, il y a un projet d'application smartphone qu'il faudrait arriver à mettre en place avec l'IGN pour que on ait des remontées finalement les plus nombreuses possibles de la localisation des dommages, enfin pas des dommages, mais des aléas pendant les événements. Parce que ça, c'est vraiment important. La donnée satellite vous donne simplement une information de ce qui s'est passé quand vous comparez une image avant et une image après. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des informations pendant l'événement et donc ça peut être lors de l'intervention des pompiers ou des services techniques adaptés. Et enfin, nous avons un groupe utilisateur, je vais terminer là-dessus, qui utilise donc le modèle IRIP dans le cadre d'une action que nous avons avec la DGPR. Donc SCE a été formé d'ailleurs et
il faut savoir que ce groupe d'utilisateurs nous permet, par retour d'expérience, d'améliorer en fait les post-traitements que l'on peut faire sur les cartographies RIP. Disons que son évaluation, validation, tout ça, c'est traité en routine. Maintenant, il s'agit de savoir comment on utilise ces cartes une fois qu'on les a établies sur un territoire donné. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Bien, Pascal. merci beaucoup, Pascal. J'essaie de vous Oui. rendre la main. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup, Pascal, pour la présentation. Et nickel, Rémi, c'est ta présentation, donc c'est à toi. Ok, Allez. ça marche. Donc moi, je vais vous présenter une étude qui est en cours à l'agence sur la modélisation du risque inondation par ruissellement pluvial sur la commune de Lomperrier. Ah, attends, est-ce que j'ai pas pris le contrôle? Alors, est-ce que moi, je dois attendre. Normalement, c'est bon. Ouais. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, Lomperrier, c'est une commune de 2500 habitants dans le nord-est de Paris, qui appartient à la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, donc, qui est donc le maître d'ouvrage de cette étude. Et c'est une commune, on va le voir, qui subit de façon récurrente des inondations par ruissellement. Et du coup, l'objet de l'étude, c'était de délimiter les zones exposées au risque inondation par ruissellement et proposer des solutions d'aménagement pour réduire les risques hein, pour des pluies de période de retour 20 ans et de période de retour 100 ans. Ouais, c'est bon. La commune de Lomperrier, bah, c'est une commune anciennement rurale, mais qui s'est développée au fur et à mesure des années. Du coup, de l'occupation du bassin versant, c'est composé donc de champs et de zones boisées, mais aussi de lotissements, dont toutes ces zones participent au ruissellement dès qu'il se met à pleuvoir. Et l'urbanisation a été faite sans vraiment prendre en compte en fait les chemins naturels de l'eau dû à la topographie de la commune, quoi. Du coup, les événements pluvieux récents euh, qui ont donné lieu donc à des inondations et qu'on a utilisé dans notre étude, c'est l'orage du 6 juin 2018 où il est tombé 90 mm d'eau en 30 minutes. Donc ça, c'est des données qui nous ont été données par les riverains parce qu'on avait des données pluviométriques sur un pluviomètre, mais qui était à distance et qui n'a pas mesuré la même hauteur d'eau. Et également l'orage du 2 au 3 juin 2021, où il est tombé 65 mm d'eau en 30 minutes. Et aussi l'orage du 19 juin 2021, où là, on n'a pas la hauteur d'eau qui est tombée. Donc, pour information, une pluie de période de retour de 100 ans de 1 heure, si on la calcule à l'heure actuelle avec les coefficients de Montana, c'est 46 mm d'eau. Du coup, là, on voit qu'on a eu, en l'espace de 3 ans, au moins deux événements de pluie supérieurs à une pluie centenale, ce qui est statistiquement très, très improbable. Et il faut y voir très certainement le signe du dérèglement climatique qui amène à ce que ces épisodes pluvieux intenses soient de plus en plus récurrents. Du coup, est-ce que tu peux passer sur la vidéo YouTube, Marine, s'il te plaît? Donc ça, c'est un enregistrement qui ont été faits par les riverains donc des deux épisodes de juin 2018 et juin 2021. Bon, normalement, il y a le son aussi avec la vidéo, mais là, je crois qu'on n'entend pas. Mais bon, il y a une quantité d'eau importante qui dévale dans la rue.
Là, c'est des jardins inondés. Après, est-ce que tu peux passer à 2 minutes, 2 minutes 30 secondes après, ouais. Ouais. Donc voilà, des grosses quantités d'eau qui sont abattues sur la commune. Et donc là, après, on voit les dégâts pour les riverains, quoi, qui sont importants. Et ça a laissé une pellicule de terre partout dans la rue, quoi. Je pense que tu peux couper maintenant. Euh, donc, suite à ces événements, en fait, il y a eu un comité de riverains qui s'est monté et qui a d'ailleurs produit la vidéo qu'on vient de regarder, qui s'appelle l'association Avril, et en fait, qui pousse la commune à entreprendre des travaux pour régler ce problème. Il y a justement des travaux, enfin, la commune a justement entrepris des travaux sur les réseaux pluviales dans la rue principale. Donc, ils ont renforcé un des réseaux avec un ovoïde pour augmenter la capacité d'évacuation de l'eau du réseau pluvial. Donc ça, c'était une des données qu'on doit intégrer à notre modèle, justement. Et enfin, concernant le contexte aussi, la commune nous a demandé de vérifier la compatibilité d'opérations d'aménagement qui sont prévues au PLU de la commune vis-à-vis du risque inondation par ruissellement. Du coup, comme vous le voyez sur la carte de droite, en fait, il y a 3 ZAC qui sont prévus d'être construits sur la commune et on devait voir si elles étaient impactées par le risque d'inondation par ruissellement. Ça m'a passé. Alors, la méthodologie, en fait, elle commence par une visite de site. On a également récupéré tous les plans qu'on pouvait avoir sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales, sur les réseaux, sur les rues, sur les fossés, sur les bassins éventuellement qu'il peut y avoir. On a également recueilli des témoignages de riverains et des services techniques de la commune sur la description des événements qui se sont passés. Et voilà, l'objectif de cette phase, c'est d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement hydraulique global du bassin versant et pour avoir comment dire, et pouvoir être critique en fait sur les simulations qu'on va mettre en place, quoi. Donc la simulation, justement, nous avons construit un modèle hydraulique sous le logiciel MikeUrban. Donc on récupère le RGE ALTI pour créer un modèle numérique de terrain sur le bassin versant concerné. Ensuite, on attribue à chaque surface un coefficient de rugosité et un coefficient de ruissellement. On intègre au modèle les réseaux souterrains qui ont donc une influence sur les ruissellements également, en créant ce qu'on appelle un couplage 1D, 2D entre le réseau et la surface. Et enfin, on va simuler des pluies de projet. Donc ici, on a simulé une pluie de période de retour 20 ans et une pluie de période de retour 100 ans, avec des durées de 1 heure et 4 heures. Ensuite, on obtient donc une cartographie la cartographie suivante. Donc là, c'est pour une pluie 100 ans de durée 1 heure. Cette cartographie, donc, elle donne la direction des écoulements de surface ainsi que la hauteur d'eau maximale qui est mesurée. Donc là, par exemple, en bas à gauche, c'est en orange, on a eu une hauteur d'eau entre 0,5 et 1 mètre de hauteur. Enfin, on a simulé une hauteur d'eau entre 0,5 et 1 mètre de hauteur, et ça confirme à peu près ce que nous ont dit les riverains lors des orages qui se sont déroulés. Et globalement, on a vu que nos simulations étaient conformes aux témoignages. Voilà, et aussi ce qu'on a pu voir grâce à ces simulations, c'est qu'il y avait un gros apport d'eau en provenance du champ qui se trouve dans la zone directement au nord de la commune, donc celle-ci.
Et également, il y avait un gros apport d'eau en provenance de la zone urbaine de la commune voisine de Dammartin-en-Jalles. On voit ici dans le coin en haut à droite. Ah mince, ok. Voilà, une autre cartographie qu'on a pu établir grâce au logiciel. Donc ici, on voit en fait les zones inondées, donc c'est-à-dire où on a une hauteur d'eau supérieure à 20 20 cm, pardon, sur la commune pour les 4 puits projets. Et on a rajouté les limites des aménagements prévus par la commune au PLU. Et on voit que chacun de ces aménagements est concerné par le risque de ruissellement par inondation. En particulier, la tranche 3, qui se trouve donc ici et qui est vraiment sur le trajet en fait, naturel comment dire, de drainage du bassin versant, quoi. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de construire en l'état à cet endroit-là, pour le moment. Et donc, on a déconseillé, bien entendu, la commune de le faire, au moins pour le moment. Alors, les solutions qui sont à l'étude pour eh bien, limiter ce risque d'inondation par ruissellement, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un apport d'eau important en provenance du champ qui se trouve directement au nord de la zone d'étude. Donc, il y a des techniques qu'on appelle des techniques d'hydraulique douce qui permettent juste de limiter ces écoulements en provenance pardon, des zones agricoles. Donc, il y a plusieurs techniques, notamment la mise en place de haies ou de fascines qui permettent donc de ralentir les écoulements. On peut aussi adapter les pratiques culturales, notamment en faisant des sillons perpendiculaires à la pente, qui permettent en fait de stocker une partie de l'eau qui va ruisseler dans ces sillons. Et également, ce qui est très efficace, c'est un maintien de couvert végétal toute l'année. Le couvert végétal, en fait, va permettre, de par les racines, de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Euh, et également, d'autres techniques, c'est la création de fossés et de noues, donc perpendiculaires à la pente. Donc là, on vient creuser un fossé finalement, dans lequel l'eau va stagner et s'infiltrer, quoi. Voilà, toutes ces techniques, elles ont également des co-bénéfices qui sont, elles vont limiter l'érosion, en particulier le fait de maintenir un couvert végétal. C'est ça, et ça, c'est important. Et on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo, dans la première partie de la vidéo, on voyait que l'eau qui provenait du fossé qui longeait le champ était particulièrement chargée en sédiments qui proviennent très probablement au moins en partie du champ, quoi. Et donc, c'est le sol en surface qui part avec l'eau, quoi. Elles permettent aussi de favoriser la biodiversité, notamment pour les haies, quoi. Et enfin, elles peuvent participer à la recharge de la nappe. Donc, pour mettre en place ces techniques, il faut avoir bien entendu l'accord de l'exploitant et du propriétaire du terrain, parce que ça va impacter son mode de fonctionnement. Une autre difficulté qu'on a avec ces techniques, c'est que c'est parfois un peu difficile de quantifier en fait les effets sur l'infiltration et sur les écoulements, parce qu'on manque de données sur le sujet et ça dépend énormément de paramètres. Et enfin, dans notre cas, le terrain est vraiment très argileux et du coup, ça limite la capacité d'infiltration de l'eau, quoi, sur la surface agricole. Voilà. Et donc, on a aussi d'autres solutions à l'étude qui sont plus classiques, qui sont de faire des rétentions d'eau dans des ouvrages. Donc, on a identifié des parcelles qui sont sur les tracés des écoulements principaux et qui serviraient en fait de bassin tampon pour retenir une partie de l'eau qui arrive. Voilà, donc on a intégré ces ouvrages dans la simulation hydraulique, que vous voyez la cartographie à droite, mais vous voyez également que, au point qu'on a identifié tout à l'heure, il y a toujours un niveau d'eau important. Donc ces solutions, enfin ces bassins ne sont pas suffisants et il faudra aussi probablement travailler sur le champ.
Voilà, et en conclusion, nous, on est en train d'étudier les solutions, mais après, va y avoir toute la mise en place. Ça demande de faire des dossiers réglementaires, de convaincre des personnes, de faire des consultations. Et tout ça, ça prend du temps et c'est pas forcément compatible avec l'urgence de la situation de certains riverains, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les événements plus intenses sont susceptibles de se reproduire de façon de plus en plus récurrente, quoi. Donc, il va falloir que ces aménagements interviennent rapidement, quoi. Voilà pour ma présentation. Eh ben, merci beaucoup Rémi. Parfait, on a fait le tour des 3 interventions. Donc, merci à tous pour votre attention. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses et que que ces interventions vous ont aussi donné des clés pour peut-être un peu mieux appréhender le phénomène. Avant de passer à la phase de questions, je pense que ce qu'il est important de retenir sur le ruissellement urbain, là, c'est que on a quand même un phénomène qui est très complexe, tant du point de vue technique, hein. On a vu qu'il était assez difficile à prédire et à anticiper, même si, comme nous l'a exposé Pascal, des outils sont en cours de déploiement pour un petit peu déjà pré-localiser les secteurs les plus sensibles, mais on voit que c'est quand même assez compliqué et qu'il faut pas mal de données d'entrée aussi. Sur le point de vue juridique, le phénomène est assez complexe aussi, comme nous l'a exposé Philippe, avec les contours d'une compétence liée au ruissellement urbain qui sont très mal définis aujourd'hui. Et comme le retour d'expérience de Rémi vient de le mettre en évidence, le volet politique lié à cette thématique est également complexe, avec l'intervention de nombreux acteurs et comme on en a parlé aussi au début, l'imbrication des compétences GPU, GMAPI, hein, dans le traitement de cette thématique, et la nécessité aujourd'hui que ces compétences s'exercent communément et non indépendamment de l'une de l'autre, si on veut aboutir à des solutions effectives et à une mise en pratique de solutions d'aménagement, quoi. Je vais désormais vous laisser la parole. Vous trouverez aussi en présentation, voilà, j'avais mis les coordonnées des différents intervenants, mais voilà, je pense que vous pouvez prendre la parole d'ores et déjà pour poser vos questions. Donc, on va faire dans l'ordre avec les questions qui ont été posées dans le chat directement. Philippe, la première était adressée. Tu la vois? Oui, oui, je la vois. Oui, oui, absolument. Donc tout le monde peut la voir, donc je te laisse y répondre. Oui, alors les eaux pluviales sont donc non débordantes des réseaux par définition. Le reflux des réseaux devient du ruissellement. Oui, absolument. En tout cas, si on repart de cette définition, encore une fois, là où on a des difficultés, c'est par rapport à la définition de cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines, puisque la question qui était posée également, mais en disant, mais quid du ruissellement en milieu rural ou en secteur rural et non urbanisé. On voit bien que finalement, les définitions qui sont proposées là sont des définitions plutôt techniques, hein, dans le sens où si c'est contrôlé, c'est de l'eau pluviale, si c'est pas contrôlé, en dehors des réseaux, ben, c'est de l'eau de ruissellement. Oui, oui, et alors, d'un point de vue juridique, hein, très clairement, le petit film qu'on vient de voir, hein, que nous a présenté Rémi, est tout à fait édifiant. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut considérer que ça relève de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines? Ça pose véritablement une question, parce qu'en amont, il y a quand même la responsabilité d'avoir autorisé l'implantation des lotissements et d'avoir permis l'urbanisation sur ce secteur-là qui constitue manifestement un chemin de l'eau. On voit que ce qui est directement impacté, c'est quand même la voirie, qu'il y a une saturation d'eau, en plus l'eau, il y a des fines, on voit qu'elle est boueuse, donc c'est de l'eau qui vient des champs, donc se pose la question aussi de l'existence ou pas de fossés qui viendraient intercepter tout ou partie de cette eau, ou de la capacité de ces fossés, lorsqu'ils existent, à endiguer et à permettre l'évacuation de cette eau pour pas qu'elle vienne sur la voirie.
Donc, on a un vrai problème de rattachement. Moi, j'ai quand même du mal à considérer que ce que j'ai vu pourrait être rattaché à une compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Déjà, on a un problème d'un point de vue organisationnel, c'est qu'au sein des collectivités type intercommunalité, chaque directeur fonctionne en silo et avec ses propres prérogatives. Et par expérience, on voit que finalement, ils ont du mal. Le responsable de la voirie ne parle pas, ou en tout cas est jaloux de ses prérogatives vis-à-vis du directeur de l'assainissement, vis-à-vis du directeur de la GEMAPI, par exemple. Mais donc, on a un vrai problème de transversalité qui est d'abord institutionnel, organisationnel, et qui s'exprime à travers la manifestation des phénomènes que l'on voit. Donc, plutôt que, enfin, moi encore une fois, de s'accrocher à cette définition de gestion des eaux pluviales urbaines, il me semble qu'on est sur un problème de responsabilité ou de gestion qui relèverait davantage du pouvoir urbain du maire. Ça a été très bien dit par Rémi en disant il ne faut absolument pas ouvrir à l'urbanisation certains secteurs au risque de créer ou d'aggraver un risque. Lorsque l'implantation urbaine est présente, je pense qu'il faut réinterroger la responsabilité de chacun. Moi, en Normandie, j'avais vu effectivement des ruissellements qui tombaient directement des champs et qui passaient directement sur la voirie. Donc il y a quand même un problème de mise à l'abri de la voirie à travers l'inexistence de fossés, très clairement. Donc il y a quand même, à mon avis, des réflexions de cet ordre-là. Parce que le réflexe un peu pavlovien que l'on voit dans les dossiers, c'est que de dire, mais finalement, c'est la deuxième question, la structure pour la gestion des ruissellements, est-ce que c'est la structure gémapienne? Immédiatement, on va sur cette solution-là par facilité et commodité, parce qu'il y a déjà une fiscalité. On a des acteurs qui sont avec une compétence obligatoire mal définie, mais on voit bien que ce sont les EPCI à fiscalité propre qui doivent rendre compte. Et finalement, on oublie peut-être tout le chaînage en amont du problème qui va se traduire en termes d'inondation, mais qui met en cause des responsabilités qui sont un peu plus diffuses, mais qui mériteraient d'être qualifiées dans tous les segments finalement de ce qui va conduire ou aboutir à la création d'une inondation. Donc au final, pourquoi pas l'intercommunalité en charge de la GEMAPI, mais en amont, je pense qu'il faut refaire le chemin du ruissellement pour identifier à chaque fois les points faibles et les infrastructures publiques qui sont concernées et impactées, qui ont aussi leur responsabilité dans la prise en charge de ce phénomène-là. Que finalement, on ne soit pas à se débarrasser du phénomène en disant c'est un problème d'inondation et c'est de la responsabilité de l'intercommunalité. En tout cas, la réponse me paraîtrait trop facile et trop rapide. Voilà, Betty. Ton micro. Betty, ton micro. Oh, décidément. Donc, tu as répondu donc, aux deux premières questions en une, donc très bien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit avant qu'on passe aux questions suivantes ou on enchaîne? N'hésitez pas à lever la main si... Eh bien, on passe à la suite. C'était une question pour toi, Rémi, de Pascal, qui demandait quelles étaient les dispositions constructives dans le PLU de Lomperrier vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. Et est-ce qu'il y avait certaines contraintes qui étaient prévues pour les nouveaux projets, comme des solutions alternatives aux tuyaux, par exemple, pour gérer les nouveaux ruissellements? Alors non, dans le PLU, il n'y a vraiment rien qui est prévu pour les eaux pluviales. Enfin, il est juste dit qu'en gros, il faut essayer de favoriser l'infiltration à la parcelle, mais il n'y a pas d'objectif chiffré quoi, sur ce qu'on a le droit de rejeter ou d'objectif chiffré en termes d'abattement de pluie. Et pour ce qui est de la gestion alternative au tout tuyau, j'en ai pas parlé, mais on réfléchit aussi à une autre solution parce qu'il y a une des zones qui est en fait un parc, une des ZAC, enfin pas une des ZAC, pardon, la tranche 2 en fait que j'ai montré, qui en fait va être un parc aménagé. Et une des possibilités aussi, ce serait de réaliser un ouvrage de rétention d'eau pluviale à l'intérieur du parc et qui serait ouvert au public quand il serait pas rempli, quoi. Donc ça, c'est vraiment le principe de
gestion alternative au tout tuyau, quoi, aussi. Mais après, maintenant, c'est compliqué. Enfin, comme on parle comment dire, de zones qui sont déjà urbanisées, en fait, on pourrait, enfin, le fait d'appliquer ces techniques, enfin, aurait finalement, enfin, même si c'était prévu au PLU, pardon, à l'heure actuelle, comme c'est un PLU qui est comment dire, qui s'applique enfin, depuis 2000, je sais plus, 2016, en fait, ça changerait pas grand-chose aux écoulements de surface. C'est ça que je voulais dire. Mais par contre, dans la ZAC, les ZAC qui veulent construire, il faut effectivement appliquer ces principes, quoi. Voire ne pas la construire pour celle Ouais, qui voire était en plein exactement, dans ouais. l'axe. Voilà, C'est ouais. ça. Juste de réagir là-dessus aussi, c'est que en fait, il n'y a pas de disposition prévue au PLU, donc ça veut dire effectivement il n'y a pas de zonage des eaux pluviales de fait. Donc en gros, il n'y a même pas je dirais un document directeur sur la gestion des eaux pluviales, quoi. C'est-à-dire qu'en fait là, on s'intéresse à quelque chose en urgence parce qu'il y a problème, mais du coup, bah, on n'en profite pas pour avoir une réflexion globale. Non, ils n'ont pas envisagé de se lancer dans un schéma directeur et dans un zonage, du moins de gestion des eaux pluviales, ce qui permettrait de répondre à la question de Pascal, de dire il n'y a pas de directive, hein, il n'y a pas de préco dans le PLU, quoi. Alors que normalement, et après, le zonage est opposé à sabletière, enfin, voilà. Il y a quand même des choses qui peuvent être vues. Alors, ça ne résout pas le problème de l'apport de l'amont, on est bien d'accord. J'enchaîne peut-être, parce que la prochaine question. Il y a Pascal qui veut parler. Merci, Pascal. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai le micro. Ma question à Philippe, elle n'était pas anodine en fait, parce que à partir du moment où il faudrait être capable de distinguer l'auto-inondation urbaine de ce qui est une inondation combinée entre rural et urbain. Enfin, des exemples comme ça, comme celui qu'a illustré Rémi, j'en connais beaucoup. Il y a effectivement nécessité de faire de la réserve foncière, si on veut, hein, dans le cadre d'un zonage pluvial, se prémunir des problématiques qu'on voit à Longperrier. Mais il y a aussi la question de la responsabilité, là on revient sur la GQ, de la gestion des eaux urbaines quand on a affaire à de l'auto-inondation. Moi, il me semble qu'il y a un distinguo à faire dans ce qu'on appelle l'inondation urbaine, là. Ouais, alors c'est la question peut-être du dimensionnement des réseaux que tu évoques, Pascal. Pas que du dimensionnement. Disons qu'on a un héritage, on a un héritage, un patrimoine à gérer, bon, qui est de plus en plus défaillant. D'un autre côté, ça veut dire que au fur et à mesure de la reconstruction urbaine, parce qu'il y a toujours des reprises, il faut se donner les moyens de limiter les processus d'auto-inondation, non pas en intervenant sur les réseaux, mais en intervenant sur l'occupation du sol. Oui, oui, absolument. C'est pour ça que la responsabilité que j'évoquais, elle était plutôt urbaine, hein, dans les autorisations, dans l'ouverture finalement du droit à construire sur certains secteurs qui sont déjà vulnérables ou connus comme tels, ou qui viendraient ajouter finalement du ruissellement. Oui, tout à fait. Alors qu'on n'a pas la capacité à le traiter d'ores et déjà. On a la même chose en termes de flux de circulation, hein. C'est-à-dire qu'on continue à construire, et on se retrouve avec des embouteillages, alors que plus personne ne bouge dans les grandes agglomérations, parce que justement, on a trop délivré d'autorisations et on est dans cette même logique de flux. Voilà, à un moment donné, on n'a pas raisonné globalement le sujet, quoi. Voilà. Maintenant, tout mettre sur la compétence GPU, c'est là où moi je suis un peu plus réservé, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan méthodologique, on a le cadre et les ingénieurs et les techniciens en ont besoin. On a le cadre avec cette compétence. Mais on voit bien qu'on est mal à l'aise, hein, finalement, parce qu'on a rajouté la dimension d'urbaine. Donc, il faut se référer au PLU avec les zones urbaines ou à urbaniser, ce qui veut dire qu'on exclurait les phénomènes
de ruissellement qui seraient en amont, avec les phénomènes d'eau pluviale et de ruissellement qui seraient plutôt, qui prendraient source dans les champs et dans le secteur agricole. On le voit bien en Normandie où on a des coulées d'eau qui coulent des champs directement. Et donc ça voudrait dire qu'on ne les prendrait pas en compte dans la compétence GEPU et qu'on les exclurait au motif qui seraient dans le secteur agricole. Et pour moi, ce zonage-là ou cette sectorisation, déjà, je ne sais pas d'où elle sort et elle ne me paraît pas très pertinente, sauf peut-être à effectivement insister sur l'exutoire et la sortie du système plutôt que le prendre dans sa globalité. Mais on voit bien que finalement, on a une compétence qui n'est pas dimensionnée, qui n'est pas appropriée pour prendre en compte cette question-là, quoi. Je suis bien d'accord. Un des problèmes, c'est que le zonage pluvial fait référence à une limite administrative communale et que effectivement, il devrait en fait faire référence à une notion de bassin versant ou de versant de toute façon. Oui. Mais du coup, en termes de gouvernance, on n'a plus aucun acteur pour essayer d'appréhender, ou on peut avoir des acteurs différents pour essayer d'appréhender toute la partie amont d'un bassin versant, par exemple. Donc, on a une compétence qui ne serait pas rattachée à des acteurs où se poserait très directement la question de la gouvernance. Voilà. Donc, on a un outil, on a une compétence, on n'a pas de financement, on n'a pas de patrimoine, et surtout, on n'a pas la gouvernance qui serait associée et appropriée. Bon, donc on a un vrai problème de mise en œuvre de cette compétence, très clairement. Mais je pense que ça serait bien, surtout au regard de votre expérience et de la nôtre, c'est que on pourrait aussi attirer l'attention sur le fait que cette compétence ne fonctionne pas. On est en limite d'exercice et ce qu'on nous présente comme étant un cadre qui est censé apporter la méthodologie, non, ça marche pas. Tout à l'heure, Antoine parlait des schémas de gestion qu'on peut avoir pour essayer de prendre en charge la mise en œuvre de ces zonages-là qui sont prévus par le CGCT. Bon, quelle est la valeur juridique? Ils ne sont pas prévus très clairement dans aucun texte. Et donc, on a un problème d'assises. Donc, on voit bien qu'on est sur un entre-deux qui n'est pas satisfaisant, pratiquement, quoi. Donc, on pourrait aussi faire un constat au regard de nos expériences de faillite ou d'insuffisance de cet outil-là qui n'est pas le bon vecteur, me semble-t-il. Oui, à noter que les grandes métropoles, enfin quelques grandes métropoles en France ont tenté de prendre la main là-dessus, comme Lyon, Nantes et autres, avec l'idée que le zonage pluvial ne doit pas se limiter finalement aux limites administratives d'une métropole. Et là, il y a une combinaison qui peut se faire effectivement avec des syndicats de rivières et autres, qui eux peuvent récupérer aussi la compétence GEMAPI et donc faire un tuilage intelligent entre les deux. Mais c'est des actions tout à fait volontaristes. Oui, mais ça ne marche pas. Déjà que les syndicats GEMAPiens, on leur récuse la possibilité de porter complètement leurs compétences, avec une sécabilité qui est venue éclater la compétence à double finalité. Donc, globalement, on a un problème et de gouvernance sur la GEMAPI et un problème de gouvernance sur la GEPU. Voilà, et on fait du bricolage, effectivement. Et ça repose sur une base de volontariat, comme tu l'as indiqué. Ouais. Et je reconnais que c'est assez faillible parce que c'est attaqué. Je pense qu'il y avait une demande de parole. Il y a une question, oui. De Chris. Ouais, c'est pas une demande, c'est pas une question, c'est pour éclairer un peu tout le monde aussi. Nous, on expérimente beaucoup de choses dans le puissance de Smart, de l'EPTB de l'Aude. On expérimente pas mal de choses sur la GEMAPI, la GEPU, le ruissellement. On est toujours un peu celui qui s'y casse les dents et qui fait aussi plier quelquefois la DGPR. Globalement, les réponses qu'on a actuellement, c'est des questions sur le ruissellement, comment on fait la différence entre le ruissellement, la GEPU, comment on fait le ruissellement qui pourrait rentrer dans la GEMAPI. Nous, on nous oppose actuellement une période de retour. On nous dit, voilà, au-delà de 30 ans, c'est de la GEMAPI, en deçà de 30 ans, c'est de la GEPU. Voilà le discours qu'on a actuellement de la DGPR, des services de l'État, fondé sur quoi? Sur un cahier des charges, c'est le cahier des charges du PAPI, je crois.
Oui, notamment, mais c'est à chaque fois, c'est pour essayer de faire en sorte de bien, comme tu dis, de bien rester en silo, de provoquer le non-travail ensemble, même si on a des élus qui sont aux différentes instances, et de bien leur faire comprendre que on ne peut pas croiser, on ne peut pas se mélanger, c'est difficile. C'est une façon, moi je dis souvent diviser pour mieux régner, mais nous on essaye de faire comprendre que on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Pascal Breuil attentivement parce qu'on nous dit prenez Execo, pas IRIP, on fait la guerre des modèles, quelquefois, alors que nous, on dit non, on prend tout ce qui est bon, on essaye de bien le secouer et de faire en sorte que la finalité, comme l'a dit à plusieurs titres Philippe, hein, que la finalité, c'est-à-dire la prévention des inondations des personnes et des biens sur les territoires, elle fonctionne. Donc, nous, on essaye de mettre en place ça. On a croisé, on a fait des études croisées entre des schémas, on va dire des schémas directeurs pluviaux de communes avec des études ruissellement périurbain pour qu'on donne un maximum de solutions aux collectivités sur lesquelles on travaille, avec peut-être quelquefois du travail sur la réglementation urbaine, peut-être quelquefois sur des aménagements purs de construction ou de déconstruction. Mais ce n'est pas simple parce qu'arrive la problématique du financement. On nous renvoie, vous avez la taxe, donc vous débrouillez avec la taxe. Sauf que ceux qui appliquent la GPU, ils n'ont pas de taxe, ils n'ont pas de financement. Donc, ils ont dit, je ne vais pas faire mon Calimero du territoire, du pauvre territoire audois et qui n'a pas beaucoup d'argent, mais on bricole. C'est comme l'a dit, on bricole, on n'y arrive pas, mais on arrive à faire casser des dogmes qui sont, on a l'impression, nous, quelquefois, démerdez-vous, arrivez, expérimentez, ça on nous l'a dit souvent, après on verra. On a réussi à casser quelques dogmes sur la réduction de vulnérabilité, on a réussi à casser d'autres sur des méthodologies de travail, mais je pense que c'est par ce genre de choses qu'on y arrivera. C'est-à-dire que quand je vois Lomperrier, j'allais poser moi une question, c'est qui le Gémapien dans l'histoire et c'est qui celui qui a on va dire la charge de la GPU. Encore faut-il qu'il l'ait défini et qu'il l'ait accepté, parce que nous, chez nous, c'est un coup ça arrive à l'agglo, puis se retranscrit aux communes, puis on passe une convention pour regarder qui prend quoi et personne ne le regarde. C'est un peu ça, hein, la réalité du terrain. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de faire avancer les choses. Nous, on essaye actuellement de faire une stratégie du ruissellement à l'échelle du bassin versant, ce qui n'est pas simple, pour essayer de déterminer sur les 418 communes sur lesquelles il faut en priorité aller intervenir pour gérer des problématiques de ruissellement qui seraient plus exposées, ou certaines communes ou pas, seraient sur quels enjeux, sur quel secteur il y aurait des enjeux plus exposés au ruissellement qu'au débordement de cours d'eau. Pourquoi? Parce que le débordement de cours d'eau, ça fait 20 ans qu'on le traite maintenant, et on a à peu près la maîtrise de l'espace sur ça, même si on a beaucoup de travail à mettre en œuvre. Mais on va proposer à nos élus une stratégie de ruissellement où il faudra peut-être quelquefois, dans certains cas, coupler un zonage pluvial, parce que ça aussi, on l'a très peu abordé, mais si on est Gémapien et qu'on a un PAPI et qu'on veut réaliser des travaux qui relèvent de la Gémapi, sur certaines communes, si on n'a pas, dans le cahier des charges PAPI, c'est écrit noir sur blanc, de zonage pluvial, l'État ne vient pas financer. Vous voyez comme la boucle peut se boucler, et il faut vraiment progresser là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs l'ambiguïté par rapport à ce que je viens de dire. S'il faut un schéma de pluvial pour être financé au titre du PAPI, c'est qu'on rattache bien systématiquement ce schéma-là à un risque d'inondation. Mais nous, on en est convaincus, hein, Philippe, tu le sais, nous on a la réponse sur ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Mais après, sur les tuyaux, les fossés, qui prend quoi, comment ça se gère, jusqu'à la définition des cours d'eau, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais on a maintenant une définition des cours d'eau qui fait que le Gémapien peut intervenir ou pas sur un espace, on devient complètement marteau. Pour la joie des bureaux d'études et des cabinets d'avocats. Oui, c'est vrai qu'on vous fait bien travailler.
Alors, on va continuer parce que je vois que le temps passe sur les questions. Donc, Rémi, il y avait encore une question pour toi de la part de Laurent qui demande si le travail du sol perpendiculaire à la pente ou la mise en place d'un couvert végétal toute l'année sur le terrain agricole, là, en l'occurrence, puisse absorber les 80 mm de pluie en 30 minutes. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, le champ, les sillons sont faits dans le sens de la pente et il est laissé à nu l'hiver, quoi. Donc c'est pas trop ce qu'il faut faire. Pour répondre, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est assez difficile, en fait, de trouver des données, comment dire? Chiffrées de l'efficacité de tels dispositifs. Voilà, ce que moi j'ai pu lire, c'est que dans certaines conditions, en faisant des sillons, profonds, pas forcément bien, pour la culture, mais en faisant des sillons profonds, donc dans le sens des lignes de niveau, on pouvait, retenir jusqu'à 100, une pluie de 100 millimètres, quoi, juste dans les sillons. Donc là, on voit que, c'est supérieur à 90 millimètres. Et pour ce que j'ai trouvé sur comment dire? Le couvert végétal, que ça pouvait abattre jusqu'à 80 à 90 de vraiment de gros orages, quoi. Voilà, donc je pense que effectivement, c'est des solutions qui sont, enfin, tout ça dans certaines conditions, hein. C'est ça que c'est difficile à connaître ces conditions, justement. Mais bon, je pense qu'au moins, c'est des solutions qu'il faut vraiment, prendre en compte, qui sont loin d'être, négligeables, quoi. Et pour répondre, j'enchaîne directement avec, Oui, avec la question d'après, la ouais. question, enfin, A-t-on j'ai des repris un peu retours d'expérience sur les solutions de ce que je réduction viens de du dire. ruissellement, Ouais. nombre de haies à l'hectare en fonction de la pente, choses comme ça? Alors, c'est ce que je disais, ouais, c'est un peu compliqué d'avoir des données vraiment fiables et sur ces techniques. Il y a un site internet d'une association qui s'appelle, AREA. À la limite, je mettrai le lien, après la heu, enfin sur la conversation, je mettrai le lien vers le site internet où, donc c'est une association qui fait de la recherche justement sur ces techniques, d'hydraulique douce et qui, donne un certain nombre justement de retours d'expérience et de techniques qui ont marché, qui peuvent être, intéressantes. Et pour le nombre de haies, je pense qu'on peut trouver des données, sur le sujet. J'ai lu, pareil, toujours en termes d'efficacité, j'ai lu que sur le nombre de haies, on pouvait, réduire avec, juste des haies. Alors j'ai plus le nombre exact en tête, mais on pouvait réduire de 10 à 20, enfin abattre de 10 à 20 le volume d'eau, en sortie comment dire? Du bassin versant, enfin du champ, juste grâce à ça. Mais bon, tout ça, c'est dans certaines conditions et selon certains paramètres, heu, sur lesquels, enfin, qu'il faut prendre en compte, en fait, quand nous, on fait comment dire? Nos simulations, quoi. OK. Mais oui, oui, c'est là où les solutions d'aménagement vis-à-vis du ruissellement sont assez délicates Mmh. même quand on les présente en commune, ils ont vraiment tendance à nous demander du retour d'expérience et j'avoue qu'on est un petit peu, C'est pas forcément facile à trouver, ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Pour compléter, il y a des expérimentations qui ont été faites en pleine Lauragaise autour de Toulouse sur des villages entiers où il y a eu des reconstitutions de haies, non pas perpendiculaires à la pente, mais suivant des écoulements préférentiels. Globalement, on a analysé, on a essayé de regarder les écoulements préférentiels des ruissellements par rapport à la topographie. Et quelquefois, c'était des haies qui ont été plantées. Alors, ça a été un gros combat, ça a été des, on va dire, des années. Il y a eu 3-4 ans de discussions, de négociations Mmh. avec les propriétaires pour mettre des haies, non pas en travers de pente, mais dans un sens d'écoulement pour ralentir et augmenter le chemin de l'eau, en fait, et les concentrations d'eau qui faisaient, qui on obtenait des diminutions. Je sais que c'est le village de Donneville, pas très loin de Toulouse, qui avait expérimenté ça il y a une quinzaine d'années, et on tombait à des résultats assez positifs, où on avait, parce qu'il y avait des gros problèmes de colmatage par ces fines dans les ruisseaux et dans les cours d'eau. Et on avait obtenu des très bons résultats. Et je sais que c'était suivi à l'époque par l'Université de Toulouse qui expérimentait, qui travaillait sur ces expérimentations. C'était quelqu'un de Paul Sabatier, je ne me rappelle plus qui était à l'origine de ça, mais je pense qu'il y a eu des papiers qui ont été écrits sur ça et sur ce travail-là, quoi.
Et nous, on est en train de travailler sur des expérimentations dans la Lauragais, sur des recompositions de haies pour éviter les problématiques de perte d'assolement et de terrain, et couplé à des problématiques d'intégration, en fait, de récupération de ces matières solides et de sédiments qui augmentent les turbidités et foutent en l'air la biodiversité en parlant poliment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est tout bon? Ben oui. Eh ben, Il n'y a plus parfait. rien sur le chat? D'accord. Il n'y a plus rien. Okay. Je te laisse le mot de la fin, Becky. Eh ben, ah oui, pas facile. Eh ben, merci à tous, en tout cas. Vous avez là les coordonnées des intervenants, n'hésitez pas. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que voilà, ce hub a été fructueux pour tout le monde et a permis de faire émerger des réflexions et pour qu'on soit plus pertinent dans nos solutions et dans nos projets sur cette thématique à l'avenir. Bonne soirée à tous. Et vous trouverez pardon, j'ai oublié d'ajouter, vous trouverez le replay de l'événement pour les internes SCE sur Yammer, et pour les externes, il y aura un lien YouTube, YouTube sécurisé qui sera, enfin un lien YouTube qui vous sera diffusé là après la présentation, voilà, pour que vous puissiez revoir. Et merci encore à Pascal, Philippe et Rémi pour vos présentations et vos interventions. Merci. Oui. Merci à tous les trois. Très enrichissant de voir tout ça. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.